Bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouveau podcast Métrosport consacré au GF38 et plus précisément au match contre Amiens et à ses conséquences, puisqu'il y a eu quelques conséquences, on va en reparler au cours de l'émission. Et pour en discuter justement avec nous aujourd'hui, on aura Flo. Bonsoir Flo, Salut Fred, salut tout le monde. comment tu vas? Écoute, ça va tranquillement, hein. On se prépare entre justement Amiens et Laval et puis la bis est en cours donc ça va. Et on aura Kev. Bonjour Kev, je dis une fois bonjour, une fois bonsoir, hein, comme ça les gens selon l'heure où nous écoutent seront pas trop dépaysés. Comment ça va Kev? Comme dirait le grand Jacques Monclar, bonjour, bonsoir. Salut à tous, salut Fred, salut Flo et salut à tout le monde. Très très bonne référence. Pour ceux qui connaissent pas, Flo Jacques Monclar, ancien entraîneur de basket et un peu plus reconverti maintenant dans le commentaire de la NBA notamment, c'est ça? C'est ça, absolument. Sur quelle chaîne? Ouais, donc j'avais pas la ref du tout. Bein Sport sur NBA Extra. D'accord, je sais, moi c'est un de mes consultants, tous sports confondus préférés. Je le trouve vraiment très très bon, Jacques Monclar. Il fait bien vivre le truc. Ça vaut pas Georges Eddy, tu connaîtras peut-être un peu plus Georges Eddy, mais c'est pas mal malgré tout. Messieurs, bah, pour rentrer dans le vif du sujet de ce podcast, je vous propose d'abord moi de faire un petit tour sur les résultats du week-end, d'autant qu'ils ont été très bons en plus, une fois n'est pas coutume au niveau du GF38. Donc ça fait d'autant plus plaisir de parler des différentes équipes aujourd'hui. Bah, tout seigneur, tout honneur, on va commencer avec les féminines qui elles aussi ont mis fin à une longue période de disette. Elles se sont imposées 1-0 avec un but à la 90e minute signé de l'attaquante haïtienne Joseph. Elles sont toujours à 4 points de la 6e place qui est la dernière place qui permettra de se maintenir en D2. Par contre, je pense que cette victoire va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien aux têtes. Les filles, bah, elles sont pas encore tirées d'affaire, elles sont toujours que 10e. Et elles sont toujours à 4 points. Par contre, ça veut dire qu'il reste encore quelques journées, hein, si je dis pas de bêtises. Ça a dû jouer 17 matchs sur 22, donc il reste 5 matchs. Et je crois que le calendrier, j'en suis même sûr, des Grenobloises est entre guillemets abordable. Sachant que quand on est 10e, c'est qu'on a perdu contre un peu tout le monde aussi. Donc il faudra gagner des matchs et un peu plus que lors de la phase aller. Mais en gros, la seule équipe de tête qu'elles vont jouer, c'est l'Olympique de Marseille. Et après, ce sera vraiment des équipes de leur championnat. Donc voilà, tout est possible encore pour les féminines. Donc ça, c'était la première bonne nouvelle du week-end. On va enchaîner avec les autres bonnes nouvelles. C'est les U17 nationaux qui eux aussi ont gagné 3-2 contre la Duchère. Alors là, le maintien, il est encore plus difficile. Par contre, ils ont fait une partie du travail. Pour eux, le deal, il est simple, hein. Ça va être quasiment de gagner tous leurs matchs jusqu'en fin de saison, en espérant que devant eux, ça perde. Sachant que ce week-end, Saint-Priest et Valence se sont neutralisés et que Béziers a perdu. Donc ils ont repris des points sur tous leurs concurrents directs. Le chemin est encore très très long comme je le disais, mais voilà, ce qui est bien au niveau des jeunes, c'est qu'ils lâchent pas en tout cas. On sait que la saison est difficile, ils sont promus au niveau national, il y a eu beaucoup de défaites, mais ils sont toujours là en avril à essayer de se battre et de faire tout leur possible pour se maintenir. Donc rien que ça déjà, c'est un point que je trouve plutôt positif. Et au niveau des autres résultats marquants, bah, on pourra citer les U18 qui sont R2 et qui sont allés gagner à La Murette, la très bonne équipe de La Murette qui est toujours devant eux au classement d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ou alors les deux équipes sont à égalité aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, c'était un match de haut de tableau en U18 R2 et l'équipe de Jérémy Matré s'est imposée 2-1 à La Murette. Et pour le reste, la réserve en senior, du coup, a confirmé sa belle victoire contre Cessiné en allant gagner chez le troisième Villefranche avec notamment un but de Bar Stralman. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la réserve ces derniers temps sur les podcasts. Bar Stralman, ça fait à peu près un mois qu'il rejoue quasiment systématiquement en étant titulaire avec la réserve. Ce samedi, on avait aussi Geno, Ocardi et Yameogo au niveau des titulaires et des mecs qui jouent un peu, enfin qui s'entraînent avec les pros ou qui sont professionnels. Donc voilà, les pas tirés d'affaire tout à fait encore la réserve, mais voilà, ils commencent un peu à prendre leurs aises sur la zone de relégation. Messieurs, est-ce que déjà bah, sur ces résultats, vous êtes contents? J'imagine que les autres équipes du GF38 aient plutôt brillé ce week-end. Et est-ce que vous avez une remarque sur telle ou telle équipe ou une question sur telle ou telle équipe? Bah, c'est un top week-end déjà, hein. Tout le monde a gagné, donc c'est vraiment un très très bon week-end pour les équipes grenobloises. Maintenant, voilà, moi je suis un peu déçu de l'année de la réserve parce que bah, ça fait des années qu'on parle d'une possible montée. Et là, bah, ils y arrivent de moins en moins. J'ai l'impression que chaque année, on régresse. Cette année, c'était même chaud pour le maintien. Donc, ouais, moi, je suis un petit peu déçu sur l'équipe réserve cette année. Flo? Moi de mon côté, bah, pour les jeunes déjà, pour les U17, je suis très content de voir qu'ils vont finir sur une note un peu plus positive que ça a commencé. Je pense que ça sera vraiment très important pour la suite et même pour l'année prochaine en U18 R2, on pourra peut-être viser la montée en R1 avec ce qu'ils font là, donc très bien.
et même s'ils viendront à être, relégués, je pense que le GF38 aura les ressources dans un futur à moyen terme de remonter à ce niveau-là pour, ensuite, réaligner beaucoup d'équipes de jeunes au niveau national, ce qui nous manque cruellement aujourd'hui dans la formation. Mais j'ai l'impression que sur la formation, on est enfin sur la bonne voie et on va enfin dans la bonne direction, ce qui n'était pas le cas depuis un petit moment, donc c'est encourageant quand même. Et puis, pour la réserve, je rejoins Kevin, hein, beaucoup de frustration, je trouve, à voir que cette équipe, elle n'arrive pas à monter. Je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites aussi, un peu comme avec la réserve avec les jeunes, pardon, la formation depuis un petit moment. Voir que là, déjà, on commence à retomber sur une dynamique un peu plus positive sur la fin de saison, ça donne de l'espoir. J'espère juste que les leçons vont enfin être tirées et apprises pour que, on ait enfin une réserve qui monte un minimum en N3 à sa place et qu'on arrête de pas toucher en division régionale et à mettre des joueurs pros, du coup, dans ces divisions alors que franchement, ce n'est pas du tout utile et ce n'est pas leur rendre service. Et je pense que c'est encore aussi moins rendre service à l'entraîneur de mettre des joueurs pros, en R1 et puis, faire tourner à chaque match. Donc, j'espère que ça sera un peu mieux géré à partir de la saison prochaine. Alors après, sur ce que tu dis sur les descentes pro, moi je distingue deux choses. C'est effectivement les pros qui ne jouent pas en Ligue 2 et qu'on envoie en mode bah voilà, il faut garder le rythme, etc. Là, c'est un peu plus compliqué et tu es très dépendant de la motivation des joueurs pros, sachant que tu as des joueurs pros qui sont très motivés et qui font des gros matchs, et tu en as d'autres où l'objectif premier, ce qu'on peut comprendre aussi, hein, c'est de ne pas se blesser en jouant en R1. C'est pas très motivant, j'imagine, quand on est joueur professionnel de devoir redescendre au niveau régional 1. Et après, je distingue quand même les cas un peu comme Bart Stralman. Pour le coup, je trouve ça intéressant de lui redonner du rythme en fait au fur et à mesure et de le faire jouer parce que actuellement, je pense qu'en Ligue 2, ça serait compliqué pour lui. Entre Monfrey, Nestor quand il est pas blessé, Diarra, éventuellement Tchapchet, il y a quand même beaucoup de monde dans l'axe. Il a pas du tout joué de la saison puisqu'il était blessé. Donc là, voilà, je distingue un peu comme ce petit cas-là. Et Flo, c'est intéressant ce que tu dis sur les U17 nationaux qui pourraient descendre du coup et jouer, enfin qui descendront ou pas d'ailleurs, mais tu disais qu'ils joueraient en U18 R2 l'année prochaine. Et en fait, c'est un petit point de règlement que j'ai découvert moi il y a quelques jours, hein, donc ne te sens pas inculte sur le sujet parce que c'est des points de règlement qui sont assez étonnants d'ailleurs. Si Grenoble descend en U17 national cette année, ils descendront en fait en U18 R1. C'est-à-dire que concrètement, les U18 R2 vont monter en U18 R1 en fait. Je ne sais pas si c'est très clair comment je m'exprime, mais ça fonctionne pas sur des catégories, ça fonctionne sur des générations en fait. Donc quand on est en U17 Nat, l'année d'après on est en U18 R1, peu importe le niveau où évoluaient les U18 en fait. C'est-à-dire que si c'était en R1, ça reste en R1. Et si c'était en R2, ça monte en R1, peu importe le classement en R2. Est-ce que c'est clair pour vous deux? Comme ça, ce sera clair aussi pour les gens qui nous écoutent, ou est-ce qu'il y a besoin de préciser peut-être ce point de règlement un peu particulier? Et du coup, question pour bien clarifier ça, si jamais nos 18 terrains arrivent à remonter l'année d'après, ils seraient qualifiés en U19 nationaux et pas en U17 nationaux? C'est bien ça serait U19 nationaux, parce que Ouais, c'est l'année voilà. d'après pour eux en fait. Ton Ouais. niveau dépend de ton année suivante quelque part. C'est une forme de Bah, je trouve logique, hein, je ça. trouve. Ouais, Ouais, il y je a une trouve ça forme de logique, ouais, je logique. trouve ça très bien. Voilà, donc il y a une forme de logique, ça fonctionnait pas trop comme ça auparavant, parce que quand tu descendais pardon, d'une catégorie, voilà, c'était ta catégorie d'âge qui l'année d'après souffrait de la descente. Là, pour le coup, on suit un peu plus les gamins, et effectivement, pour des jeunes qui étaient en U17 NAT cette année, ça sera quand même beaucoup plus intéressant d'être en U18 R1 l'année prochaine si jamais ça descend à ce niveau-là. Donc je trouve ça plus logique. Après, c'est plus compliqué aussi pour les équipes de R2 qui sont devant Grenoble et qui vont voir Grenoble monter quelque part alors qu'eux ne monteront pas. Donc je comprends aussi l'éventuelle frustration à ce niveau-là, mais voilà, pour la petite précision et pour le point réglementaire. Donc si l'année prochaine on a des U18 en R1, vous saurez pourquoi. C'est pas forcément parce qu'ils sont montés cette année à l'issue de cette saison, même s'ils peuvent toujours le faire. Je crois quand même que le premier a quelques longueurs d'avance dans leur poule, mais c'est parce qu'en U17 nationaux, il y aura peut-être une descente, on le souhaite pas, mais il y aura peut-être une descente, et du coup, l'année prochaine, ce sera U18 R1 et pas R2. Voilà pour les petits points au niveau des jeunes. Je vous propose d'enchaîner avec le match contre Amiens. Kev, on peut commencer avec toi si tu veux, et je donnerai un peu mon avis après. Tu peux nous faire une présentation un peu globale, Kev, c'est-à-dire que tu peux inclure tes tops et tes flops tout de suite, et ce que tu as pensé un peu globalement de cette victoire contre Amiens. On rappelle, hein, GF38 qui s'est imposé 2 buts à 1. Et puis Kev, je te laisse faire le petit déroulé. Tu peux repréciser, toi, tu as vu le match à la télé du coup en direct pour connaître un peu les Ouais. conditions de visionnage? Très bien.
Ouais, absolument. Pour tout dire, hein, pour être totalement clair, j'étais en apéro, donc devant le match. Non, bah écoute, voilà, ça sent les matchs maintenant sans pression. Donc même moi, devant les matchs aujourd'hui, je les regarde beaucoup plus détendus. C'est quand même pas la même chose que de regarder les matchs en début d'année ou quoi que ce soit. Donc on est plus serein. Le match, déjà, première chose, j'ai trouvé une équipe d'Amiens particulièrement faible, alors qu'eux, ils ont encore quelque chose quand même à jouer, quoi, parce qu'ils sont pas sauvés. Donc, j'ai trouvé quand même cette équipe particulièrement faible. Nous, on a fait un match plutôt cohérent. J'ai bien aimé notre match. J'ai beaucoup aussi apprécié l'apport des latéraux, que ce soit donc le jeune Touraine qui continue encore de nous épater et de faire de très très bons matchs avec le temps de jeu qu'il a. Et Gaspard aussi, très très bon match sur son côté. Ensuite, qui a fait un très bon match? Bien sûr, l'ancien Amiénois, mais ça, c'était bien sûr, on le savait, hein, à chaque fois qu'un joueur affronte son ancien club, ça Kevin, fait est-ce que je carton. peux te couper 10 petites secondes pour te Bien sûr. valoriser? Parce qu'on va rappeler que lors du précédent podcast où je vous avais demandé à la fin vos pronostics, qu'est-ce que tu nous avais dit? Rappelle-le-nous. J'avais dit victoire 2-1 du GF avec un penalty de Béné et avec le PH qui est licencié dans la foulée. Donc Donc, à quelque chose près, c'est exactement ce qui s'est passé. Exactement, donc félicitations du coup pour tes bons pronostics. Tu ne gagnes rien, hein, voilà, je reprécise que les voitures n'étaient pas en jeu et les voyages au Baléares Dommage. n'étaient pas en jeu sur cette journée-là, malheureusement pour toi, mais bravo en tout cas, voilà, excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'était pour une bonne raison, c'était pour rappeler que tu es un fin pronostiqueur, hein. Ah, je te laisse poursuivre, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, ouais, Béné a fait un super match. Et puis, en plus de ça, il a failli mettre encore un superbe but, en plus du pied droit, donc du milieu de terrain, là, qui finit sur le poteau. Donc, ça aussi, ça aurait encore plus valorisé son match. Mais dans l'ensemble, voilà, je nous ai trouvé très cohérents. Et comme d'hab, on prend un but un petit peu gag en fin de match et on commence à partir dans nos vieux démons, c'est-à-dire on recule et on subit alors qu'on n'a quasiment pas été mis en danger du match. Et sur la fin de match, je nous ai trouvé fébriles. On a subi à chaque fois. Ça a été compliqué. Et on s'en sort quand même avec la victoire. Mais je ne comprends pas, en fait. Ça a été le cas plusieurs fois cette saison. Ce changement d'état d'esprit dans l'équipe où dès qu'il y a un grain de sable qui vient enrayer la machine, que ce soit là un but ou alors ça peut être. Alors, non, pas forcément un rouge, on s'est jamais mis en difficulté là-dessus. Mais ouais, ne serait-ce qu'un but ou quoi que ce soit, ça va nous mettre en difficulté et on va se mettre à subir et à totalement changer de jeu. Donc, surtout, comme je dis, il n'y a plus aucune pression à avoir aujourd'hui. Donc, on n'aurait pas dû subir comme ça. Mais bon, l'important, on l'a dit, hein, c'est les 3 points, c'est la victoire et c'est de donner un petit peu de temps de jeu à certains jeunes. Donc, Touraine, Sbaï, c'est très bien. Donc, voilà, match, j'ai envie de dire, cohérent dans l'ensemble face à une équipe d'Amiens faible. Et voilà, maintenant, Tu nous as on parlé de espère enchaîner contre Laval. Tu nous as parlé de tes flops un peu individuels. Est-ce qu'au niveau de tes tops, pardon, un peu individuels, est-ce qu'au niveau individuel, justement, il y a des flops qui se dégagent ou est-ce que c'est plus la fébrilité dans son ensemble de fin de match que tu classes dans la catégorie flop, hein? Ouais, moi ça j'ai vraiment la fébrilité, je nous ai trouvé voilà, pas serein là-dessus, donc moi ça va plus être au niveau de l'état d'esprit qu'en fin de match que j'ai pas trouvé ça top. Après, j'ai pas vraiment de gros flops à ressortir sur ce match, je nous ai trouvé plutôt cohérents. Donc non, pas de gros flops personnellement en tout cas à sortir sur ce match-là. Alors moi ça va être simple parce que ça ressemble beaucoup à ce que tu as dit. Moi j'ai vu le match du Stade des Alpes bien évidemment, donc on a eu le même ressenti pour une fois en termes de ce qu'on a vu et de vision du match. J'ai bien aimé l'ambiance, je sais pas ce que t'en as pensé à la télé, s'il y avait un rendu particulier. J'ai regardé un peu le match sur Amazon en différé, j'ai pas trouvé l'ambiance extraordinaire alors que du stade j'ai vraiment passé une bonne soirée à ce niveau-là et j'en profite pour saluer et souhaiter un bon anniversaire aux Diables Bleus qui Voilà, fêtaient leurs 15 de ans la vie. pour l'occasion. J'imagine que vous vous joignez pardon, à moi pour le bon anniversaire. C'est ce que tu voulais rajouter, Kev? Ouais, absolument. Ouais. Joyeux anniversaire à eux. Ça aussi, c'est une belle perf parce que fallait se faire la place, mine de rien, à côté des RK. Alors certes, bien évidemment, la tribune entre guillemets appartient aux RK, c'est eux qui font toute l'ambiance, mais ils ont le mérite d'être là. Ils ont le mérite d'être là depuis 15 ans. Ils ont le mérite de faire des DEP et de se rassembler, d'être toujours là. Donc un grand respect à eux aussi et voilà, et un très bon anniversaire. Flo, un petit mot sur l'anniversaire des DB? Ouais, je pourrais pas dire mieux Kevin, hein. Très bon anniversaire à eux et puis merci à eux d'être ici. C'est vrai que c'est pas facile avec les Red K.O, mais ils se font une place et puis, ils véhiculent de belles valeurs, donc bravo à eux.
Pour bien clarifier, quand on dit c'est pas facile, c'est pour, «exister» entre guillemets, parce qu'il y a une grosse ambiance mis par le KO, mais les 2 groupes, alors je suis pas en interne, Kev, tu l'es sans doute un peu plus que Cohabitent moi, mais bien. ont l'air de beaucoup s'apprécier. Il y a d'ailleurs une banderole des RK qui souhaitait un bon anniversaire à leurs voisins de tribune. Voilà, on est plus sur le côté effectivement, les RKO déjà sont un peu plus nombreux, je pense de base, je sais pas combien sont les DB, mais les Ah ouais. RK sont nombreux et du coup, c'est vrai qu'en termes d'ambiance, effectivement, c'est, plus difficile d'exister, de se faire entendre peut-être, mais moi je les salue aussi sur leurs déplacements parce qu'ils se déplacent très souvent. J'ai pu Ouais. m'en rendre compte cette année, je faisais pas forcément très attention les années précédentes, mais ils ont fait vraiment beaucoup de déplacements, donc voilà, beaucoup de respect, gros respect pardon à eux pour leur engagement et leur fidélité. Je crois que c'était ce qui était marqué sur la banderole d'ailleurs des RK, la fidélité 15 ans, ça se respecte parce que pendant ces 15 ans, il y a eu des périodes difficiles à Grenoble niveau Ouais. footballistique et niveau championnat dans lesquels on a évolué. Donc c'est d'autant plus valorisant d'être toujours là et de jamais avoir arrêté. Donc en tout cas, moi On j'ai peut bien juste aimé rajouter l'ambiance. sur ce Ouais. sujet, excuse-moi Fred, on peut juste rajouter que si le GF38 a le bonheur un jour de monter en Ligue 1, je pense que ce serait légitime qu'ils prennent en main la tribune Est et qu'ils animent donc de leur côté parce que c'est quand même beaucoup plus cohérent et beaucoup plus joli dans un stade, en tout cas et festif, d'avoir deux copes qui puissent se répondre d'un côté et de l'autre du stade. Alors, tribune nord, je ne sais pas, mais j'avais bien aimé, moi, à Annecy, le fait qu'un des COP soit en tribune normale, j'allais dire, mais en tribune familiale, en fait. Je trouvais que ça animait bien. Je me rappelle plus du nom des COP d'Annecy, je m'excuse si jamais il y a des supporters d'Annecy qui nous écoutent, mais j'avais trouvé que l'ambiance était vraiment sympathique, en fait. Tu vois, ça faisait un petit carré quelque part, mais ils arrivaient aussi à gagner l'ensemble de la tribune dans leur champ. Et voilà, ça rajoutait une petite chose. D'ailleurs, je vais en parler tout de suite. Encore une fois, c'est pas une critique sur les gens de la Nord qui vivent le match bien comme ils veulent, hein, chacun son truc. Mais alors là, autant j'ai bien aimé l'ambiance, c'était uniquement grâce au COP. J'ai trouvé la tribune Nord particulièrement morte samedi et pas particulièrement vide, mais l'affluence était quand même pas terrible. Je crois que c'est 4200 et quelques. On a connu un peu mieux. On sent bien qu'aujourd'hui la priorité c'est la réception de Saint-Etienne et que les autres matchs voilà Ouais, passent ouais. un peu à travers. C'est un peu dommage. Je pense que je l'avais dit avant le match que cette équipe méritait un peu mieux, mais en tout cas, l'ambiance était vraiment bonne. J'ai apprécié. Peut-être que le fait que ça fasse jour un peu plus tard a rajouté, moi, à mon expérience. En tout cas, c'était un bon match de foot. Et même si la première mi-temps, je vais venir un peu plus précisément au match, n'a pas atteint des sommets footballistiques, bah, j'ai plutôt apprécié. Alors, on a peu tiré. Première frappe cadrée, même je crois que c'est 42 ou 43e de Franck Mambok. On tire pas beaucoup. Il y a l'occasion de se baillir sur un bon service de Touraine. Mais j'ai trouvé qu'il y avait de l'envie. J'ai bien aimé les latéraux, effectivement, comme toi. Moi, c'est pas loin de mes deux meilleurs joueurs du match. Je pense même que je mets Gaspard pour son envie tout en haut au sommet de mes notes. J'ai beaucoup aimé Sékou Touré. Au-delà de sa passe décisive pour Bamba en deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'il avait une belle activité. Bon, après un mi-temps, j'ai trouvé qu'il y avait de l'envie, du mouvement en fait. Encore une fois, le gros problème, mais c'est depuis le début, alors, Vincent Lyon, je sais plus quel mot il a employé en conf de presse, mais voilà, on manque de punch devant en fait. Voilà, on sent que, je sais pas si on est petit bras, c'est pas le terme, mais il manque quelque chose en fait. Voilà, on n'ose pas assez, on va pas assez au bout des actions, alors que les latéraux ont fait un gros boulot. Touraine notamment sur son côté droit a multiplié, j'ai trouvé les offensives lors des 45 premières minutes, mais on n'arrive pas à se montrer dangereux en fait. Donc c'est toujours un petit peu frustrant. Bon après le penalty ne libère pas parce que c'est en toute fin de première mi-temps et que la mi-temps arrive vite derrière, mais penalty qui est inexistant hein, d'ailleurs. À Grenoble qui aurait pu avoir plusieurs penaltys cette saison qui n'ont jamais été sifflés. Là pour le coup le ballon rebondit sur la poitrine de l'Amiénois, la tête de Monfray et pas sur le bras. C'était juste pour me donner raison à mon prono. Exactement et pour permettre à Jesse Bonnet de marquer aussi. Donc voilà. Deuxième mi-temps, par contre, bah, il y a un peu plus d'espace forcément, puisque les Amiénois étaient obligés de se découvrir. Les Amiénois qui n'ont pas été dangereux en première mi-temps non plus. Brice Maubleu, il a globalement passé une soirée tranquille, mis à part les 10 dernières minutes où effectivement, je te rejoins, on se fait peur. Tout début de deuxième mi-temps, il y a cette occasion incroyable de Jesse Bonnet. Alors Flo, comme tu n'as pas vu le match, je ne sais pas si tu l'as vu sur le résumé celle-ci, où il voit un peu Gourtner avancer et il tente sa chance du droit en plus pour le coup. Et il raconte à la fin du match que au début, il pensait que le ballon allait passer relativement loin des buts. Et puis avec l'effet, en fait, il voyait tout doucement le ballon se rapprocher. Et au final, ça a fait poteau. Ça aurait pu être un but d'anthologie, ça, surtout pour Jesse Bonnet contre son ancienne équipe. Ça aurait été incroyable. Et après, bon, on a un peu croqué quand même sur certaines transitions jusqu'à ce que Bamba réussisse à mettre le 2-0. Il y a une deuxième occasion, Bamba, où là, c'est Gourtner qui fait un bel arrêt. Après, bah, il y a l'épisode un peu Pérez dont on va parler tout de suite après, messieurs.
Et effectivement, les 10 dernières minutes, bon, il y a eu le petit cadeau de Monfrey Montbleu pour leur ancien entraîneur qu'ils aiment beaucoup. Voilà, on va dire ça comme ça, qui a relancé un peu Amiens, effectivement. On s'est fait un peu peur. Après, il n'y a pas eu non plus d'incroyables occasions dans les dernières minutes, mais les Amiénois ont un peu plus poussé, ont été un peu plus présents dans la surface. Au final, bah, je trouve que la victoire, elle est plutôt méritée. Dans mes tops, bah, j'ai cité les 2 latéraux, j'ai cité Touré, j'ai Siboney, bien évidemment. Dans les flops, je mettrais Brice Maubleu, une fois n'est pas coutume, qui a pas eu grand-chose à faire, qui a un peu, excusez-moi de l'expression, merdé sur le but encaissé. Alors après, il pleuvait, est-ce que le ballon était glissant? Est-ce que c'était difficile à capter? Voilà, l'avenir, et lui nous le dira un peu plus tard, mais voilà, j'ai pas trouvé qu'il avait géré la situation de manière optimale. Et au niveau des flops, c'est pas vraiment des flops, mais devant, voilà, ça a peut-être manqué un peu de jambes. On va rappeler aussi que 3 des attaquants grenoblois étaient en sélection lors des 10 derniers jours et étaient rentrés en avion dans la semaine. Alors, est-ce que c'est un facteur explicatif? Bamba, avant son but, a quand même beaucoup eu de déchets, ce qui a fait dire à Vincent Aignan, de manière très drôle en conf d'après-match, qu'il avait envie de lui tirer les oreilles à certains moments. Après, il a marqué, donc voilà, ça l'a racheté du match, mais on sent quand même qu'il manque encore et qu'on n'est pas sur le Bamba de la première partie de saison. Voilà, que c'est moins incisif devant et moins souvent les bons choix. Et sur les rentrants, bon alors Pérez c'est très particulier, Correa on n'a pas eu beaucoup l'occasion de le voir. Je n'ai pas trouvé qu'il y a eu un apport incroyable du banc de touche. Kev, je sais pas ce que tu as pensé, si ça n'a pas changé Non. en tout cas la phase du match, plus côté Amiens pour le coup où les entrants ont apporté des choses. Mais côté grenoblois ça n'a pas changé grand-chose. Puis voilà un peu pour le point global. Je pense que je n'oublie rien. Kev, tu as quelque chose à rajouter sur le match en lui-même? Fred, Moi non, pas on a de. perdu Fred. Ah, vous m'entendez plus? Ça y est, Non, on moi t'entend. je t'entends bien. Ah non, non, c'est toi qui m'entendais plus, Kev. J'ai eu peur parce que moi je voyais tout fonctionner normal. Je pense que c'est toi qui as eu un petit point. Kev, je te demandais si tu avais quelque chose à rajouter du coup sur ce match-là ou si on avait fait le tour, hein. Non, non, on a fait le tour, hein. De toute façon, voilà, comme on l'a dit, c'est un match sans grand jeu pour nous, en tout cas. Et voilà, match plutôt cohérent. On aurait pu être mieux, mais voilà, la victoire est là. Donc maintenant, next. 44 points, on peut dire que le maintien est acquis. J'ai Siboney qui marque contre Amiens, bon bah ça fait toujours plaisir, on va pas se mentir. Ça fait plaisir pour lui et bien évidemment ça lui a fait plaisir à lui. Bamba qui marque, c'est jamais inintéressant qu'un attaquant voilà, retrouve le chemin défilé. Je pense que ça peut le remettre dans un meilleur chemin pour la suite de la saison. Le petit point noir, bah là, c'est le but après, très sincèrement. Il est anecdotique, hein, je préfère que la petite boulette annuelle de Brice Maubleu arrive quand ça mène 2-0 comme ça. Est-ce qu'on peut vraiment parler de boulette en plus? Je suis pas certain. Adrien Monfray qui ne marque que contre son camp, voilà, il refuse, il refuse de marquer. Moi, je le parie souvent dans mes petits pronos en buteur, Adrien Monfray, hein. Il finira par me donner raison un jour, mais là, pour le coup, d'ailleurs, c'était marrant, j'ai revu le match en différé et on voit sur la tête de Brice Maubleu et d'Adrien Monfray un grand sourire après le but, en mode, pas il se branche, tu vois? Mais en mode, voilà, c'est pas si grave que ça, donc ça permet de relativiser aussi, à 2-0. Ils se sont fait des petites frayeurs en fin de match, mais il y avait pas non plus, mort d'homme et on sent bien que le GF38 est pas sous la pression excessive des résultats en fin de saison. Malgré tout ça, on a quand même un petit point noir sur cette soirée. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire sur Twitter. Le GF38 gagne un match contre son ancien entraîneur et septième de Ligue 2, réalise une saison qui est quand même sportivement très satisfaisante. Et pourtant, bah, on termine des matchs un peu avec des grimaces, j'ai envie de dire ça comme ça, puisqu'il y a eu bah, la petite altercation Vincent Aignan-Manu Pérez. Messieurs, avant d'embrayer sur le sujet, et Flo, si tu voudras commencer toi sur ton avis sur la question, je vous propose d'écouter ce que Vincent Aignan a dit sur le sujet en conférence de presse pardon, d'après-match.
Vincent Ognon, du coup, qui s'est exprimé. Flo, je vais te laisser me dire ce que tu en as pensé. Si tu as bien entendu, du coup, la petite réac du coach grenoblois. Moi, j'ai trouvé qu'il endosser la responsabilité, c'est un bien grand mot, hein. On sent quand même qu'il cherche de temps en temps à se défausser, mais que globalement, en tout cas, il mettait un peu d'eau dans son vin, qu'il essayait pas d'en rajouter trois couches, hein. Et c'est pour ça que j'ai appelé un peu cette partie-là du podcast simple épisode de la vie de groupe. Est-ce que finalement, selon vous et selon toi, Flo, qui va commencer sur le sujet, est-ce qu'on est pas sur ce qui se passe de temps en temps dans un groupe, voilà, où on hausse un peu le ton entre coéquipiers ou sur des choses comme ça, ou est-ce que tu considères toi que l'événement est un peu plus grave que ça et peut-être synonyme de choses un peu plus profondes? Alors, on n'a pas entendu ce que Vincent Agnon a dit. Je pense que nos auditeurs l'ont entendu, mais nous, de là où on était, on l'a pas entendu. En tout cas, moi, je l'ai pas entendu, mais j'avais déjà vu la vidéo. Dans tous les cas, moi, ce qui me dérange, en fait, dans cette altercation, c'est qu'il y a des antécédents, en fait. C'est pas la première fois qu'on ressent des tensions entre Pérez et Ognon, et j'ai l'impression que ce sera pas la dernière fois si Pérez est amené à rester à Grenoble, et que c'est un peu le talon d'Achille, je pense, dans la gestion humaine de Vincent Ognon, c'est que quand ça a tendance à se passer mal avec un joueur, il a du mal à rebondir dessus et puis à changer, à inverser le cours de la situation. On l'a vu avec, Flomich, qui est parti. On va aussi peut-être avec Ravé, sur lequel il y avait eu deux trois petits points de tension la saison passée, et Ravé est parti. Alors c'est de ce qu'on a eu comme information, c'est pas vraiment la faute de Ognon. Il n'empêche qu'il est parti dans tous les cas. Des joueurs aussi comme Geno qui sont en situation, on va dire, un peu basse dans la hiérarchie et puis même dans la forme, n'arrivent pas à rebondir facilement avec, Ognon. Neri, c'est pareil aussi. Tu as un joueur qui me semble être en froid avec Vincent Ognon et rien n'est fait pour, corriger ça. Tant que Grenoble aura des résultats, à mon sens, ça ne posera pas de problème, mais le jour où, et je ne le souhaite pas, mais si jamais ça arrive, on commence à avoir des résultats négatifs et à une équipe qui joue vers le maintien, je pense que Ognon pourra facilement perdre le vestiaire par rapport à ses erreurs de gestion humaine et au fait que, il a du mal à inverser le cours de la situation. Donc alors après, est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est la faute du groupe? C'est difficile à savoir, surtout qu'on sait déjà qu'on est face à un groupe qui est quand même un peu compliqué et qui a lâché, le prédécesseur de Ognon assez facilement, je trouve, l'année passée. Mais dans tous les cas, ces cas-là ne lui plaident pas faveur, et donc aujourd'hui, je pense qu'on peut considérer ça comme anecdotique. Mais attention, si jamais un jour le vent vient à changer, ça pourrait devenir vite problématique. Kevin, est-ce que tu avais eu l'occasion, puisque tu n'as pas entendu, j'imagine, non plus la petite partie sur Vincent Ognon, est-ce que tu as eu l'occasion d'écouter la conf d'après-match ou est-ce que tu veux que je te fasse un mini résumé de ce que Vincent Ognon a dit sur le sujet? J'ai écouté la conf d'après-match que l'excellent Métro Sport nous a partagé. Ouais, j'avais entendu un petit peu ce qu'il a dit. Par contre, déjà, on n'a pas, je pense, tous les tenants et les aboutissants de l'affaire. Après, on le sait qu'il y a, enfin, on pense en tout cas le savoir qu'il y a du froid entre eux. Il y a eu une longue blessure de Pérez, mais bon, il n'y a pas eu, je pense, que ça pour le tenir éloigné des terrains aussi longtemps. Maintenant, je pense que Oignon a peut-être du mal avec les grenoblois, entre guillemets, pure souche de l'effectif, hormis peut-être Maubleu, qui lui, je pense, est facile à gérer, qui est capitaine, qui est très calme et tout. Mais on a pu voir qu'avec, comme l'a dit Flo, il y a eu des soucis avec Ravé, il y a eu des soucis avec Flomich, là il y a un souci avec Pérez. Donc peut-être qu'en fait il a vraiment envie de se faire son vestiaire et que les purs grenoblois, je ne sais pas si ça le gonfle ou quoi, mais il doit y avoir peut-être quelque chose là-dessous. Donc voilà, pour moi, il se passe tout le temps un truc dans un vestiaire de toute façon. Dans n'importe quel vestiaire, dans n'importe quelle équipe de foot, peu importe le niveau, il y aura des altercations, tout le monde ne s'entend pas avec tout le monde, c'est la vie d'un groupe, c'est la vie d'un vestiaire. Tous ceux qui ont fait des sports co le savent. Donc voilà, pour moi, il faut passer à autre chose. Maintenant, est-ce que Oignon va pouvoir passer à autre chose? Ça, je ne sais pas, parce qu'il a l'air un petit peu quand même, sur ce que j'ai vu, rancunier sur certains points. Donc voilà, à voir si ça s'améliore avec Pérez, mais très honnêtement et personnellement, j'ai de gros doutes sur le fait qu'on revoie Pérez peut-être d'ici la fin de saison. Par rapport à ce que vous avez dit, déjà, je vais confirmer un peu ton ressenti, Kev, sur la vie de groupe. Moi, pour ne parler que du GF38 et pourtant du GF38 sous une période Inchberger où on peut dire que c'était la vie est belle 99,999% du temps. J'ai vu un joueur mettre un coup de tête à un autre joueur à un entraînement. J'ai entendu des joueurs s'insulter vertement après un tag trop appuyé. Donc effectivement, voilà, ce qui se passe dans un vestiaire pour moi en gros reste dans un vestiaire, ça fait partie des choses,
pas normal, n'exagérons pas non plus, mais compréhensible en tout cas dans un groupe. Même dans un groupe qui vit très, très bien comme c'était le cas et comme c'est le cas de Grenoble derrière, depuis plusieurs années, d'ailleurs et pas derrière depuis plusieurs années. Ce qui dénote un tout petit peu là dans ce clash, si on peut appeler ça un clash, parce que finalement, il y a pas de violence physique, il y a pas de violence verbale. En tout cas, moi, j'en ai pas entendu, hein. Je crois que la seule chose que j'entends, je sais pas à la télé, Kev, si on a entendu quoi que ce soit, j'ai regardé des images, j'ai rien entendu, donc j'imagine qu'en direct, c'était la même. C'est Pérez qui dit: «C'est de ta faute». Voilà, effectivement, alors il sort pas content, il y a une petite altercation verbale, une petite joute verbale entre les 2. Mais on n'est pas dans des propos, insultants et on n'est pas dans du physique non plus derrière. Donc voilà, ça tempère aussi un tout petit peu par rapport à d'autres choses que j'ai vues dans un groupe. Par contre, ce qui dénote un peu pour moi, c'est 2 choses, c'est que, bah, les altercations en général, c'est entre 2 coéquipiers et que là, c'est quand même entre un joueur et son supérieur hiérarchique, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est un peu moins anodin quand même qu'entre 2 coéquipiers. Je trouve que c'est un peu plus compliqué derrière. Et la deuxième chose, c'est que c'était en public au final. C'est que le commentateur d'Amazon en a parlé, c'est qu'au stade, tout le monde ne parlait que de ça. C'est que quand je suis sorti du stade, j'ai regardé Twitter, c'était Métrosport, il s'est passé quoi entre Manu Pérez et l'entraîneur. Donc voilà, ça cristallise quand même beaucoup d'attention, là où un simple fait de vestiaire, effectivement, reste dans les vestiaires. Maintenant, la Après, compte de presse. Ouais, Kev, vas-y, dis-moi. Après, Fred, c'est des choses qui sont déjà arrivées, hein, des joueurs qui rentrent et qui ne respectent pas forcément les. Bon, là, c'était pas pour ça, mais qui ne respectent pas les consignes du coach et qui du coup, bah, ressortent dans le même Oui, match. Ou oui. alors, on a vu, je sais pas si tout le monde se rappelle aussi, Kepa, qui à un moment donné avec Chelsea, qui était gardien, que donc son coach Sarri voulait faire sortir avant une séance de tir au but. Lui, il a refusé de sortir alors que le remplaçant était prêt à rentrer, etc. Il a dit non, 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 il n'est pas sorti. Donc ça aussi, ça a fait grand débat, grand clash et tout. Aujourd'hui, on voit que Kepa est encore une fois titulaire à Chelsea. Donc c'est des choses qui, voilà, ça peut arriver. C'est pas non plus aussi fréquent, bien sûr, que de joueurs qui sont en altercation. Mais je pense que voilà, il y a tellement des fois de pression quoi que ça peut Mmh. arriver aussi entre un joueur et un coach. Ce qui était un peu plus étonnant là au final, c'est que quand un joueur est pas content, bah, il salue pas son coach et il rentre au vestiaire, il met un coup de pied dans une poubelle comme Toko Ekambi il y a quelques semaines en arrière. C'est rare de voir un échange direct finalement verbal. Ça a sûrement dû arriver, hein, là j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est rare quand même de voir un échange. Et pour le coup, moi au stade, quand je dis il n'y a pas eu de violence physique et verbale, tout à fait, hein, à froid j'ai revu effectivement et ça permet de tempérer un peu. Au stade, j'ai eu un peu ce sentiment quand même, pas de malaise, tu vois, mais je trouvais quelque chose d'assez presque haineux en fait dans l'échange entre les 2. C'est ce qui m'a vraiment frappé le plus. Pour le coup, par contre, là où je te rejoins, c'est sur justement la réaction de Vincent Aignan après le match. Ouais, j'ai trouvé qu'il cherchait pas à calmer le jeu, c'est pas le terme, mais finalement qu'il disait bon bah effectivement on l'a fait rentrer un peu vite. Voilà, je pense que les 2 sont intelligents. Effectivement, on sait tous que Manu Pérez, il a un gros caractère, il a le sang chaud. Effectivement, moi je pense aussi que les 2 ont eu déjà maille à partir en cours de saison. Il y a aussi des périodes où, ça disait que ça allait plutôt mieux, hein, ils arrivaient à discuter et cetera. Je pense que s'ils sont tous les 2 intelligents maintenant, voilà, on va laisser ça derrière. De toute façon, dans une semaine, il y a autre chose qui va se passer, on n'en parlera plus. C'est des grands garçons, ils se sont sans doute expliqués, c'est même pas ils vont s'expliquer, hein, j'en suis persuadé qu'ils se sont expliqués déjà, depuis déjà quelques temps, maintenant, peut-être même dès, la fin du match. Est-ce que Vincent Aignan est rancunier? Tu soulèves un point intéressant, Kev, effectivement. Et j'aimerais vous poser une question pour finir sur le sujet à tous les 2, parce que vous avez tous les 2 un peu évoqué finalement cette idée. Est-ce que la thèse de, Vincent Aignan quelque part, qui veut mettre Manu Pérez en difficulté en ne le mettant pas dans les meilleures conditions, c'est quelque chose qui vous semble possible? Ou est-ce qu'on n'est pas sur des choses envisageables aujourd'hui, de mettre son équipe finalement en difficulté en voulant mettre un joueur en difficulté? Flo, qu'est-ce que tu penses de ce petit point-là? Bah, c'est compliqué à dire en fait. Plus globalement Ça peut-être, en sortant de ce cas-là, est-ce qu'un entraîneur pourrait vouloir chercher à mettre un de ses joueurs en difficulté en admettant qu'il veuille s'en débarrasser? Ou est-ce que ça te paraît quand même un peu gros et de dire non, mais un entraîneur, ce qu'il va vouloir, c'est un bon résultat de son équipe avant tout, et s'il veut vraiment plus d'un joueur, il a d'autres moyens de s'en ah, c'est ça, ouais. débarrasser ou de. Alors après, on reste dans un monde professionnel où il y a pas beaucoup de sentiments, mais je pense que oui, ça restera très rare de voir un entraîneur admettre ouvertement qu'il veut se débarrasser d'un joueur s'il y a pas de problème comportemental gravissime comme, la violence, les altercations ou, vraiment un non-respect du groupe. Mais hormis ça, non, il y aura bien sûr d'autres façons de faire comprendre un joueur qui veut partir. Je pense qu'on peut très bien voir le cas avec Neri aujourd'hui qui ne joue quasiment plus Oui, et donc je pense, Oignon lui a bon très bien fait exemple. comprendre qu'il ne comptait pas sur lui donc, voilà. Je pense que si un entraîneur veut vraiment agir sur des leviers pour faire
comprendre un joueur qui ne veut pas être là, bah, il agira plus sur le temps de jeu ou sur des choses dans le genre plutôt que de le lyncher en conférence de presse, ce qui serait contre-productif et qui serait un message en plus très négatif envoyé à son vestiaire et puis aux autres joueurs qui pourraient partir dans le futur. Donc non, je pense que oui, c'est pas quelque chose qu'on verrait ou qu'on voit de manière récurrente et c'est pas quelque chose que Oignon ferait non plus. Je suis d'accord avec toi, mais comme voilà, vous parliez un peu justement des relations difficiles, je voulais te poser la question. Kev, hein, même question pour toi. D'ailleurs, tu peux avoir un avis différent, toi, sur la question. Mhm. Moi, excusez-moi l'expression, mais quand deux têtes de cons, ils ont leur avis bien tranché sur une chose et qu'ils sont en désaccord, pour moi, oui, il peut très clairement à un moment donné dire tiens, je vais te mettre dans une situation délicate, tu vas devoir me montrer quelque chose, et puis forcément, si ça marche pas, il va pouvoir après voilà, lui dire c'est moi qui avais raison. Donc, je pense pas que ces maîtres, enfin, il aurait mis en danger l'équipe ou quoi que ce soit. Mais par contre, pour moi, oui, un entraîneur peut mettre en difficulté un joueur s'il le souhaite, parce que il y a des entre guillemets des cons partout, et il peut mettre en difficulté un joueur si jamais il l'a de travers ou quoi que ce soit. Donc Flo l'a très bien dit, ça peut être sur du manque de temps de jeu. Maintenant, quand c'est un élément clé de ton équipe, ça peut être mis en difficulté sur d'autres problèmes. Maintenant, est-ce que on en est à ce point-là entre les deux? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que là, c'est juste un fait qui est arrivé comme ça. Maintenant, si je dois faire un pronostic d'ici la fin de saison, si on revoit Perez dans le 11, là par contre, je ne peux pas être catégorique. Je ne sais pas si vous avez un prono à faire là-dessus, mais je ne sais pas si là, on vient de sonner là entre de Perez au GF38. Alors déjà, il est toujours sous contrat l'année prochaine, première chose. Donc si c'est pas cette saison, ça peut être l'année prochaine s'il reste au club. Après, ça va dépendre de la gravité de sa blessure, hein, déjà, tout simplement. La saison quand même approche de son terme. Et maintenant, au-delà de ça, moi, la question qui m'interroge, c'est est-ce que c'est sportivement intelligent de faire appel à Manu Pérez aujourd'hui qui se blesse beaucoup. Je pense que la frustration aussi de Manu Pérez, elle naît beaucoup de là, c'est qu'il a été beaucoup blessé, qu'il revenait bien, qu'il avait fait 2 bons matchs encore une fois, et puis patatras derrière. Je pense que même lui mentalement dans sa tête, c'est peut-être une question qui peut se poser. Est-ce que je vais pouvoir continuer à poursuivre? Alors je connais pas la nature de l'échauffement, etc., la responsabilité des uns des autres. Honnêtement, j'ai pas les capacités, les compétences pour répondre. Par contre, je me pose une question, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, est-ce que tous les joueurs pris dans un groupe doivent devoir s'échauffer 15 minutes avant de rentrer dans un match, sachant qu'il peut y avoir un rouge, qu'il peut y avoir un blessé? Est-ce qu'il faut mieux pas des joueurs qui soient aptes à rentrer rapidement en fait? Et visiblement, Manu Pérez, ça reste encore compliqué aujourd'hui vu sa fragilité physique. Moi, je l'interprète aussi un peu comme ça. Donc, est-ce que Vincent Aignan a intérêt à prendre Manu Pérez pour le laisser sur le banc déjà? Est-ce qu'il vaut pas mieux prendre Manu Pérez si tu sais qu'il est titulaire? Ou est-ce qu'à chaque fois, tu vas devoir te dire, bon, on prend Manu Pérez, par contre, il faut qu'on anticipe 10 minutes avant sa rentrée. Vous voyez ce que je veux dire, en fait? Ah ouais, c'est une C'est bonne compliqué. réflexion, Fred, que tu fais, mais en plus, je ne sais pas quel temps il faisait à Grenoble samedi, mais Oh merde. quand c'est l'hiver vraiment qui fait très très froid, que tu as besoin d'un bon échauffement et tout, je le comprends. Là, je pense pas non plus que ça caillait à ce point-là pour se dire que le mec a besoin de s'échauffer 15 minutes. Alors j'ai bien revu justement la partie Manu Pérez, il se blesse vraiment très vite en fait. Il rentre à la 68e, il fait des petites courses etc. Je sais pas 3-4 petites courses, des replacements, un petit pressing etc. Et il se fait mal vraiment derrière la cuisse, on le voit se tenir la cuisse tout de suite après sur sa première accélération en fait. Donc voilà, ça a vraiment été quasiment directement sur sa première course à haute intensité où il se fait mal. Et effectivement après tout le long il se tient la cuisse derrière et on sent bien que c'est pas forcément une grosse blessure, mais en tout cas que c'est une blessure qui va l'emmerder dans tous les cas, qui va peut-être pas se résorber en 3 jours, voilà, mais qui peut se réouvrir assez facilement si c'est pas bien soigné. Sauf que c'est déjà un joueur qui sortait d'une longue blessure derrière, donc je pense que même dans sa tête à lui, et j'explique aussi son coup de chaud comme ça, c'est qu'il doit forcément se poser des questions, que ça doit pas être facile. Lui, son métier quelque part, c'est de jouer les samedis, hein, c'est pas de s'entraîner de temps en temps, de faire des tours de terrain, donc il ne peut plus pratiquer son métier, en tout cas depuis un an, aussi souvent que lui l'aimerait, ça doit être difficile à vivre. Donc si en plus il estime qu'on l'aide pas à côté et qu'on lui met un peu des bâtons dans les roues, c'est sans doute exagéré, mais en tout cas voilà, il n'est pas mis dans les meilleures dispositions derrière. Je comprends la frustration en fait, très clairement. Après voilà, à voir s'il peut revenir ou pas. Ça, je pense qu'on aura la réponse. Sa blessure va peut-être pas durer 3 mois non plus, qu'on aura la réponse d'ici la fin de saison. Mais si je devais donner mon avis, je dirais cette saison, non.
Je pense que la dernière aventure là de samedi dernier va refroidir dans tous les cas Vincent Aignan. Parce que s'il le remet sur le terrain et qu'il se reblesse et que ça repart en cacahuète entre les deux, je comprends pas trop l'intérêt en fait. Donc est-ce qu'il peut pas s'en passer, faire jouer des jeunes derrière effectivement, faire jouer un peu plus Touré par exemple. Je pense qu'il va plutôt privilégier cette option-là. Est-ce qu'on a fait le tour du coup sur cette affaire avec des guillemets bien sûr, hein, parce que je pense que dans une semaine on n'en parlera plus très sincèrement. Mais est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que vous avez des petites choses à rajouter? Ça a l'air complet. Flo, pareil? Ça me paraît bien aussi, ouais. Ouais, ouais. Alors pour finir, je vous propose de dire un petit mot sur Philippe Inchberger tout de même. Bon alors moi j'ai déjà dit ce que je pensais avant le match, notamment chez les amis du 11 amiénois, que j'espérais que ce n'était pas la fin pour lui, parce que c'est quelqu'un au-delà des voilà des petits clashs sur la propreté de la ville de Grenoble. Je pense que c'est un bon mec. Voilà, très clairement c'est un bon mec, c'est un bon entraîneur. Il a une très 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 longue carrière, donc c'est terminé pour lui à Amiens, ça c'est sûr. Il a pas été viré d'Amiens, il a juste été mis à pied de ses fonctions d'entraîneur. Donc il reste salarié du club, il est en fin de contrat à l'issue de la saison là. Il reste salarié du club, mais il n'est plus l'entraîneur de l'équipe 1. Est-ce que c'est la fin de Philippe Inchberger, entraîneur en professionnel? Peut-être, hein, il a 64 ans. Donc en tout cas, moi, c'est quelqu'un que j'aurais apprécié côtoyer. J'ai apprécié sa conf de presse malgré la défaite samedi soir. Alors je l'ai trouvé bien évidemment un peu moins enjoué que d'habitude, mais voilà, il a répondu aux questions. Il a toujours eu des bons mots, etc. J'ai retrouvé le Philippe Inchberger quelque part qu'on a connu à Grenoble. Pour le coup, c'est agréable quand même quand on est journaliste, voilà, d'avoir quelqu'un qui ne se cache pas, qui dit des choses, qui a un bon client aussi, on va pas se mentir, hein, des bons mots, ça fait des bons titres derrière et ça fait de la visibilité. Donc beaucoup de respect en tout cas pour Inchberger et je me suis permis de lui envoyer un petit message hein, pour lui dire que j'espérais le revoir, peu importe les circonstances, mais dans une conférence de presse. Alors ce sera peut-être sur du foot amateur, ce sera peut-être en Coupe de France, ce sera peut-être en Ligue 2 l'année prochaine, qui sait, mais en tout cas c'est quelqu'un que j'espère recroiser. Donc beaucoup de bien sur Philippe Inchberger, je n'ai pas dit que du bien ces derniers mois sur son comportement et sur lui, mais voilà, ce qui reste aujourd'hui, c'est un peu ce que je disais vendredi, c'est se souvenir des belles choses. Et il y en a eu clairement beaucoup avec lui, des belles choses. Voilà pour, mon petit couplet sur, Inch qui s'arrête, hein. Flo, qu'est-ce que ça t'inspire cette fin éventuelle de carrière? Et surtout, qu'est-ce que t'inspire Philippe Inchberger, et l'évocation de Philippe Inchberger? Ah, déjà, ça m'évoquera quand même, le coach qui nous aura stabilisés en Ligue 2 après, des débuts qui étaient, je pense, qui perd pas grand monde en tout cas, voyait Grenoble perdurer et puis nous emmener en play-off comme lui l'a fait. Donc, merci à lui. Ça a été un coach vraiment, très sympathique qui aura aussi, je trouve, emmené avec lui une génération avec qui j'ai eu beaucoup d'attaches, affectives de mon côté, je trouve, avec, bien sûr les Loïc Nestor de la grande époque, mais bon, il y a eu aussi, tous les joueurs qui sont passés sous ses ordres et qui sont partis et avec qui, des Charles Piquet ou des choses dans le genre vers qui j'aurai une affection, de toujours. Je pense que c'est peut-être l'un des coachs qui a le mieux incarné les valeurs de Grenoble, en tout cas, ou qui s'est mieux fait aux valeurs de Grenoble dans l'histoire récente et ça fait plaisir de l'avoir eu. Ça a été aussi un très bon client, je pense, qui a permis à Grenoble de gagner de la visibilité médiatique parce que c'est un très bon client pour la presse et puis on en a très bien joué, je trouve, quand on était mis en avant par les bons résultats sportifs. Et pour le reste, écoute, je lui souhaite de rebondir, une dernière fois peut-être s'il en a l'occasion et pour le reste, ça restera quand même un personnage emblématique de championnat de Ligue 2. Un petit peu de regret de ne pas l'avoir vu persévérer et réussir en Ligue 1, alors que je pense qu'il en aurait eu les capacités, mais n'a jamais soit été mis dans les bonnes conditions, soit lui aussi a fait des erreurs et ça l'a un peu empêché de passer à l'échelon supérieur. Il en restera quand même donc un très bon coach de Ligue 2 et j'en garderai toujours un très bon souvenir, parce que c'est l'air d'être, comme tu l'as très bien dit, une très belle personne et qui mérite de très bien finir et puis j'espère qu'on le reverra si c'est pas le cas dans les médias parce que c'est quelqu'un de sympathique à écouter. Ah, très clairement, s'il est pas entraîneur, je le veux consultant à la télévision, ça c'est sûr et certain. Je pense qu'il est fait pour ça d'ailleurs, peut-être même plus aujourd'hui plutôt que de s'embêter sur un banc. Voilà, il devrait s'éclater à aller sur les plateaux, des choses comme ça. Très bel hommage, Flo, en tout cas, franchement très touchant et je partage beaucoup de ton point de vue sur ce que tu as dit sur la parenthèse enchantée un peu des 3 premières années effectivement du GF38 en Ligue 2, qui a été très agréable, même si la dernière saison il y avait le Covid, c'était un peu particulier. Peut-être aussi à cause de cette saison très particulière où on avait besoin encore plus d'humains, vu ce qui se passait dans le monde. Ouais, ça reste très, très particulier et ça aura une place très particulière, je pense, dans le cœur de beaucoup de supporters du GF38. Kev, tu as le droit d'avoir un avis, malgré ces belles opinions sur Philippe Inzergi, totalement contraire, ou tu peux dire aussi, du bien de Philippe. On te Ouais. laisse la parole à ce sujet-là.
Moi, j'ai bu tes paroles, Fred, parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Faut savoir que PH, je l'ai souvent taclé depuis son départ, parce que bah, j'ai énormément apprécié ce coach, en fait. Et quand bah, on a vu son départ, la façon dont ça s'est fait, quand on a vu ensuite ses paroles, eh ben, je me suis senti, je pense comme beaucoup de supporters grenoblois, blessé, déçu, en fait. Donc, c'est pour ça qu'après, je l'avais, entre guillemets, pris en grippe, parce que bah, quand on apprécie quelqu'un et qu'il nous déçoit, bah, forcément on peut avoir ce genre de réaction. Maintenant, moi, je vous rejoins tout à fait. C'est un coach que j'ai énormément apprécié, comme je l'ai dit. C'est quelqu'un que j'ai trouvé tout le temps zen, agréable. Toutes ses conférences de presse, c'est le coach où j'ai pris le plus de plaisir entre bah, lui, Jacobacci et Oignon à ses conférences de presse parce que c'était tout le temps bah, ça parlait de foot. Il y avait jamais non plus un manque d'ambition comme aujourd'hui, alors qu'on avait peut-être un effectif peut-être un peu moins qualitatif, mais ça a été toujours très très intéressant. Je me rappelle de sa chanson à la guitare au premier stage qui m'avait marqué aussi. Voilà, je me rappelle d'un bon gars, d'un bon coach qui a su nous amener en play-off alors que personne ne l'imaginait. Moi, je ne pense pas que c'est sa dernière opportunité en tant que coach. Je pense il peut rendre de grands services à des clubs de Ligue 2 encore. Donc voilà, moi j'espère le revoir sur un bord terrain. J'espère qu'il dira du bien de Grenoble. Mais non, je garde quand même un très 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 bon souvenir de son passage à Grenoble et du bonhomme aussi. Maintenant, voilà, je reste juste déçu de l'après. Et bah, pour conclure un peu sur ça, je vais aussi saluer et souhaiter bonne chance personnellement à Francis de Persin. Alors bon courage à toutes les équipes qui vont lutter pour le maintien. Je pense quand même que Amiens se sauvera parce que Francis de Persin lui va poursuivre jusqu'en fin de saison pour assurer une certaine forme de continuité. Il est présent dans le nouveau staff de l'équipe Picarde. Donc voilà, j'associe tout ce que j'ai dit sur Philippe Inchberger. En gros, bah, je le pense sur Francis de Persin, c'est très simple. Donc bah, je lui souhaite beaucoup de bonne chance pour la fin de saison et pourquoi pas le recroiser avec Philippe, parce que je pense que les deux, alors je sais pas si les deux seront indissociables à jamais, mais je suis pas sûr que Francis poursuive à Amiens l'année prochaine sans Philippe Inchberger. Espère aussi le recroiser, voilà, parce que pareil, c'est un très 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 bon mec. Et comme j'ai dit à Philippe Inchberger, ce sera la conclusion de ce podcast. L'histoire continue, messieurs, puis l'histoire va continuer très vite, puisqu'on devrait se retrouver d'ici la fin de semaine pour parler un peu plus de Laval. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été en ma compagnie pour débriefer un peu ce match un peu particulier, voilà, qui compte pas pour du beurre, mais un peu, mais voilà, qui a quand même fait couler pas mal d'encre sur certaines choses. Je vous souhaite une très bonne soirée, messieurs, et je vous dis à très vite. Et bien, à bientôt tout le Merci, monde. Fred. Ciao, ciao. Ciao.